donc on y va tout de suite pour notre interview santé consacrée aujourd'hui à la maladie cœliaque. Et on en parle avec le docteur Sarah Loudriri, gastro-entérologue. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On entend beaucoup parler de cette maladie cœliaque, mais avec des termes simples, des mots simples. Qu'est-ce que c'est exactement, docteur? La maladie cœliaque, pour simplifier, en fait, c'est une maladie auto-immune qui apparaît chez certaines personnes qui ont des gènes particuliers. Et donc, chez ces personnes, au moment où ils ingèrent, où ils mangent du gluten, le gluten étant une partie de l'amidon qui est contenu dans le blé, le seigle et l'orge. Okay. Donc, chez ces personnes-là, quand elles mangent le gluten, elles activent leur système immunitaire qui se dérègle, si vous voulez, et qui provoque des manifestations diverses. Okay. Donc, pour faire simple, c'est, si vous voulez, une intolérance au gluten chez des personnes prédisposées. Intolérance au gluten ou maladie cœliaque, c'est la même chose? En fait, par extension, on dit intolérance au gluten, mais ce n'est pas une intolérance à proprement parler, c'est une vraie maladie auto-immune avec un dérèglement du système immunitaire qui attaque le corps de manière générale et le système digestif en particulier. Mais uniquement lorsque la personne consomme du gluten? Parfaitement. C'est la seule maladie auto-immune dont on connaît réellement le déclencheur, l'élément déclencheur, qui est du coup le gluten, qui existe principalement dans le blé, mais aussi dans le seigle et l'orge. Alors, est-ce qu'on est intolérant au gluten ou on le devient? On est prédisposé génétiquement à le devenir. Donc, c'est des personnes qui portent des gènes particuliers. Et ces gènes disons que ces personnes génétiquement prédisposées déclenchent la maladie à un moment ou à un autre de leur vie. Généralement, on voit ça chez les enfants à partir de l'âge de 2 ans, mais ça peut se manifester qu'à partir de l'âge adulte. On voit ça aussi chez les adultes, principalement chez les femmes. Et donc, toutes ces personnes-là sont génétiquement prédisposées. Quand vous dites génétiquement, c'est héréditaire ou ça veut dire autre chose? Tout à fait. Il y a une transmission héréditaire du gène de la maladie cœliaque. Ça veut dire que dans la famille, un parent est intolérant au gluten? Pas forcément, mais disons que les personnes qui ont un membre de la famille qui est cœliaque doivent rechercher la maladie cœliaque aussi. D'accord. Alors vous dites que ça peut apparaître dès l'âge de 2 ans. Oui. Est-ce qu'on peut parler des symptômes? Oui. Alors les symptômes, alors chez l'enfant, la première chose qu'on remarque, c'est que l'enfant ne grandit pas et ne grossit pas correctement. Et pourtant, il mange. Pourtant, il mange. Il mange normalement. Il mange normalement, mais il y a un défaut, il y a un retard staturo-pondéral. Et, donc, poids et taille. Poids et taille, voilà. Okay. Et puis, ce qu'on remarque aussi, généralement, c'est une diarrhée. Une diarrhée qui dure plus de 3 semaines. Donc, c'est une diarrhée qu'on appelle chronique. OK. En dehors... Et tout ça, ça se déclenche tout seul, très vite? Non. Ça se déclenche à un moment de la vie. Et on ne connaît pas exactement les facteurs déclenchants. On ne les connaît pas particulièrement. Mais ça vient ensemble? Arrêt de croissance, diarrhée, tout ça, ça va ensemble? Il y a plusieurs tableaux. Il y a les tableaux qu'on appelle classiques et qui associent tous les symptômes dont on va parler, et des tableaux plus atypiques où des fois c'est simplement une anémie qui se manifeste. Donc les tableaux sont divers et variés. Il y a autant de tableaux que de cœliaques, si vous voulez, que de malades atteints de la maladie cœliaque. Mais classiquement, c'est chez l'enfant un retard staturo-pondéral, c'est une diarrhée, c'est d'autres manifestations aussi qui l'accompagnent, une fatigue, une faiblesse, une anémie. Et puis, chez l'adulte ou chez la jeune femme, il y a aussi des manifestations gynécologiques. Donc, un retard, enfin, une aménorrhée, une jeune fille qui n'a toujours pas ses règles, ou bien une jeune femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, ou au contraire, une femme qui fait des fausses couches à répétition. Ça peut être une maladie cœliaque? Tout à fait. La cause peut être une maladie cœliaque. Et lorsque la personne commence son traitement, en l'occurrence son régime, les choses rentrent dans l'ordre. C'est ça qui est magnifique. D'accord, mais il faut quand même dépister, il faut quand même le savoir. Tout à fait. Il n'y a pas parce qu'on parle d'allergie et on se dit c'est en rapport avec quelque chose qu'on ingère, il n'y a pas de réaction cutanée? Si. Il peut y avoir des manifestations cutanées, il peut y avoir des taches qui apparaissent, il peut y avoir des aftes qui apparaissent au niveau de la bouche, au niveau de la langue. Il peut y avoir plusieurs manifestations. C'est une maladie qui a de multiples visages et de multiples facettes. Mais les aftes aussi, ce n'est pas forcément ou qu'une maladie cœliaque? Absolument pas. Ça peut être autre chose? Non, absolument pas. Mais disons que le patient, la personne qui commence à se plaindre de quelque chose, va aller chez son médecin et puis il va y avoir, si vous voulez, plusieurs signes qui vont orienter vers cette maladie.
Les problèmes de ballonnement, de douleurs digestives, de douleurs au niveau des intestins, est-ce que ça aussi, c'est des symptômes de... Ça peut parfaitement être relié à la maladie cœliaque. Il peut y avoir un inconfort digestif général et chronique aussi. Ouais. Il peut y avoir, alors contrairement aux idées reçues, parfois ça peut être une constipation aussi qui peut orienter le médecin vers une maladie cœliaque. Mais le signe sur lequel je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, c'est l'anémie. L'anémie, il ne faut pas la banaliser. Donc, une anémie doit obligatoirement faire rechercher sa cause. Et entre autres, une des principales causes qu'on doit rechercher, c'est la maladie cœliaque. Parce que la personne peut absolument se plaindre de rien du tout. Simplement retrouver dans un bilan une petite anémie, une petite carence en fer. Et il ne faut pas faire l'erreur de traiter cette anémie et de supplémenter. C'est ce qui se fait généralement. Parfaitement. Face à une petite anémie, eh bien on supplémente et c'est tout. C'est une erreur. Ce n'est pas une maladie, donc c'est une cause. L'anémie est une cause, est un symptôme. Tout à fait. C'est une conséquence. Pourquoi? Parce que l'intestin est malade. Il n'absorbe plus suffisamment bien les nutriments, entre autres le fer, qui participe à l'élaboration des globules rouges. Du coup, la personne est anémique suite à une carence en fer et développe les symptômes d'une anémie. Alors, par rapport aux symptômes de la maladie cœliaque, certains ressemblent aux symptômes de la colopathie fonctionnelle. On entend beaucoup parler aussi aujourd'hui de la colopathie fonctionnelle. Oui. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Ce n'est pas la même chose. La maladie cœliaque, c'est vraiment une entité très particulière, connue et reconnue, avec des tests sanguins, des tests génétiques, des tests anatomopathologiques qui prouvent l'existence de cette maladie. Elle existe? Elle existe. Elle existe, elle est reconnue. C'est une entité vraiment claire et nette. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les malades atteints de maladie cœliaque peuvent avoir ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle qui est associée également. Donc, ils peuvent avoir les deux. Mais les symptômes se ressemblent par rapport à l'inconfort digestif, au ballonnement, et c'est ça. Mais chez les personnes qui ont une colopathie fonctionnelle, tous les tests qui sont positifs dans la maladie cœliaque sont négatifs chez eux. D'accord. Alors, la maladie cœliaque, est-ce que c'est grave, docteur Oudreri? La maladie cœliaque, ça peut être grave si ce n'est pas pris en charge ou si c'est mal pris en charge. C'est une maladie dont le traitement est simple et repose uniquement sur le régime d'exclusion du gluten. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en place, disons, facilement. Mais si la personne ne le sait pas, donc qu'elle n'est pas sous régime, ou si elle le fait mal, ça peut entraîner des conséquences fâcheuses pour la santé. Dans les cas extrêmes, ça peut entraîner des dégénérescences, c'est-à-dire des greffes cancéreuses au niveau des intestins. Donc les intestins sont tellement agressés que, si vous voulez, les cellules qui composent nos intestins commencent à dégénérer et se greffent un cancer au niveau intestinal surtout. En dehors de ces cas extrêmes qui représentent 10% des cas, mais qu'il ne faut pas négliger, il y a d'autres conséquences fâcheuses pour la santé. C'est 10% des maladies cœliaques? Non suivies, non traitées. Et est-ce qu'on a le pourcentage de causes de maladies, de cancer de colorectaux, par exemple, ou de cancer de l'intestin? C'est-à-dire par rapport à la population générale? Vous avez dit 10% des maladies cœliaques peuvent dégénérer et donner ça, donner un cancer de l'intestin. C'est ça. Est-ce qu'on connaît le pourcentage de cancer de l'intestin en dehors des cœliaques? Non, pour cause de maladies cœliaques non traitées. C'est ce que je vous explique. C'est ça, c'est les 10%. Voilà, c'est les 10%, tout à fait. Donc c'est quand même 10%. 10% des cœliaques non traités risquent de développer un cancer intestinal. Et en général, c'est l'intestin grêle, ce n'est pas le côlon et le rectum. En général, c'est ce qu'on appelle l'intestin grêle. Il y a le gros intestin et l'intestin grêle. Voilà, tout à fait. Donc, en général, c'est un cancer qui se greffe au niveau de l'intestin grêle. Donc, ça concerne 10% des patients qui ont une maladie cœliaque et qui ne suivent pas ou qui suivent mal leur régime. Parfait. Voilà. Alors, en dehors de cela, c'est quoi lorsque la maladie n'est pas traitée, n'est pas prise en charge? C'est quoi? C'est une qualité de vie qui est touchée, qui est réduite? Tout à fait. La personne est constamment fatiguée, elle est constamment faible et ça se comprend parce qu'elle n'a pas les nutriments nécessaires à son métabolisme, elle est en carence si vous voulez. Et ces carences atteignent plusieurs niveaux. Donc, l'anémie, la personne est fatiguée tout le temps, le métabolisme phosphocalcique, donc un rôle au niveau des os, la personne peut avoir des os qui sont poreux, donc une ostéoporose, la personne peut avoir une atteinte au niveau du système génital, donc ce dont on a parlé tout à l'heure, il y a une stérilité secondaire, donc à la maladie cœliaque. Donc c'est un pardon de vous interrompre, comment on pense à la maladie cœliaque face
à ce tableau de symptômes extrêmement large. Oui. Comme vous le relevez très bien, ça ressemble à un iceberg. Absolument. Parce que les manifestations ne représentent que la partie émergée. Il y a de multiples tableaux et c'est l'un avec l'autre, on forme le puzzle si vous voulez. Une anémie associée à une petite carence en calcium, associée à une maigreur, donc font penser à cette maladie. Et puis les troubles digestifs. Donc de manière générale, quelqu'un qui se plaint de manière chronique de quoi que ce soit doit consulter pour voir s'il n'y a pas une carence qui est due à une maladie cœliaque. Consulter qui? Un gastro? Oui, un gastro, un pédiatre pour les enfants. Okay. Le médecin généraliste au départ aussi, parce qu'il peut y penser. Donc, consulter son médecin qui va orienter vers le spécialiste en question. Et pour la maladie cœliaque, le gastro-entérologue est tout à fait apte à prendre en charge cette maladie. Et c'est aujourd'hui une maladie bien maîtrisée? Bien connue, bien maîtrisée? Bien connue et bien maîtrisée. On a des tests même génétiques qui nous permettent d'écarter ou de conforter le diagnostic. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Docteur Salah Al-Boudriri, vous êtes gastro-entérologue. Au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et on peut revoir votre intervention à nouveau sur notre site mediantv.com. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver très très vite. Au revoir.